L'histoire de Saint-Sauveur est indissociable de l'histoire du ski. Ce village pittoresque des Laurentides s'est entre autres développé grâce à la présence des nombreuses stations de ski qui bordaient la vallée. Et ce n'est sans doute pas un hasard si le musée du ski des Laurentides a aujourd'hui pignon sur rue au cœur du village de Saint-Sauveur. Grâce aux images d'archives cinématographiques du musée du ski des Laurentides, retournons dans le temps et revivons pendant un moment l'histoire de Saint-Sauveur. Ce qu'il faut dire, c'est que Saint-Sauveur n'a pas commencé à Saint-Sauveur. Ça a commencé à Shawbridge. Pourquoi? Quand le train est arrivé à Shawbridge en 1892, les gens qui skiaient à Montréal ont commencé à venir dans les Laurentides. Il y en a qui ont arrêté à Shawbridge, d'autres sont allés plus haut. Et à Shawbridge, vous savez, il y a le pont. Et de l'autre côté du pont, où est l'autoroute, actuellement, il y avait une belle pente qu'on a appelée la Big Hill. Alors, les gens allaient skier là. Et ensuite, il y a eu des clubs de ski. Le Montreal Ski Club, qui était établi chez Cochamp. Quand Cochamp a passé au feu, ils sont venus s'installer à Shawbridge. Et le Renton Ski Club aussi. Et finalement, un troisième club, les Redbirds, qui était le club de l'Université McGill, était à Shawbridge. Et donc, on skiait sur le Big Hill. Un nommé Percy Douglas, qui était un membre important du Montreal Ski Club, lui, il a décidé un beau dimanche de faire une excursion et s'en aller jusqu'au lac Marois. Alors, il part avec ses deux fils, mais ses deux fils, je ne sais pas trop le père, si vous voulez. Tout à coup, il y en a un qui vient. « Hey, Dad, come here. I saw the biggest big hill in the world. » Fait que son père, il vient, puis là, qu'est-ce qu'il s'aperçoit? C'est Saint-Sauveur. Il voit le petit village, il voit les pentes, il voit un petit village, il voit une petite église. Il descend en ski et il va à l'hôtel central qui est ici actuellement. C'est le site de l'ancien hôtel central. Et puis là, ils reviennent en suivant la voie ferrée, puis il s'aperçoit qu'il y a d'autres collines. Mais on a appris aussi par la suite que ça appartenait à des colons qu'ils avaient eu autour des années 1896. Donc, tout ça, ça n'appartenait pas au même propriétaire. Il faut retenir cette idée-là. Là, il revient, et là, les gens commencent à venir. Il y en a qui venaient à pied de Shawbridge par la piste Maple Leaf, qui s'en venaient jusqu'à l'hôtel Narmark. D'autres s'en venaient en train. Parce qu'à partir de 27, un autre événement très important, c'est qu'on a mis sur pied les trains de neige. Ça veut dire que tu pouvais partir de Montréal avec tes skis dans le même wagon, et donc les gens commençaient à descendre. Tu venais soit à pied, soit en ski, c'est-à-dire soit par le train. Et là, la rue de la Gare, à Saint-Sauveur, ça s'est développé. Vous avez eu des restaurants, des pensions, etc. Et des clubs de ski. Le Redbird a déménagé ici et s'est installé au pied de la Big Hill. Ils ont loué un chalet au pied de la Big Hill de Saint-Sauveur. Mais en même temps, il y a un autre club. S'il y avait un club d'hommes, Big Hill, il y a les Pingouins, un club de femmes qui sont venus s'installer aussi à Saint-Sauveur. Il y a eu aussi un troisième club, lui qui était plus ou moins installé à Saint-Sauveur, un petit peu à l'extérieur, c'était les Vikings. Mais eux autres, c'était un club de ski, de ski nordique, de ski de fond, et un tremplin. Il y a eu le club de ski de Saint-Sauveur. Il y a même eu le club de ski de l'Université de Montréal qui s'est construit un chalet. Et finalement, à nos jours, jusqu'à très récemment, il y a eu le Twin Ski Club. Alors, ce qui veut donc dire que tous ces clubs de ski-là ont fait en sorte que Saint-Sauveur est devenu de plus en plus populaire comme station de ski.
contre, il y a 2 événements qui ont suivi qui sont devenus très importants pour Saint-Sauveur. D'abord, 1934. Rappelons-nous, les Redbirds sont installés ici. Mais il faut retourner par l'arrière. Lors de la guerre de 1914-1918, il y a plusieurs jeunes qui sont enrôlés et en 1917, ils étaient dans les Flandres. Et le commandant, c'était le major général Curie. Et ils ont su l'ordre de prendre la côte 70, parce que sur les cartes militaires, on ne mettait pas des noms, on mettait des mots de code. Alors, ils ont pris la côte 70 qui permettait de surveiller la ville de Lens, qui était un peu plus bas. Mais ils ont eu des pertes énormes. Ils ont eu des pertes énormes de soldats qui ont été tués, qui ont été blessés. C'est resté comme ça. Mais en 1934, Curie, qui était entre-temps devenu le principal de l'Université McGill, on a décidé de lui rendre hommage et de rendre hommage aux soldats aux soldats skieurs qui étaient décédés dans la guerre. Fait que qu'est-ce qu'on a fait? La Big Hill, on a changé le nom. On l'a appelée la côte 70. Et en plein milieu de la côte, il y avait un rocher et on a mis une plaque. Mais là, maintenant, la plaque, ils l'ont enlevée. Et si vous allez dans le lounge, dans le bar à Saint-Sauveur, vous allez trouver sur la cheminée la plaque. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que ça a fait? 70. Et là, tous les noms. Vers l'ouest, c'est 71, 72. Vers l'est, c'est 69, 68, 67. Et c'est comme ça qu'à Saint-Sauveur, toutes les côtes sont numérotées. Deuxième événement important, 2 ans après, 1936. Là, il faut revenir un petit peu en arrière. Vers les années 32-33, Foster à Shawbridge et Maurice Paquette à Sainte-Agathe avaient inventé le rope-tout, c'est-à-dire le remonte-pente à câble. Mais ça, c'était actionné par une automobile. Or, on pouvait le changer de place. Et il y a un nommé Fred Bass, qui était un brasseur de la Nouvelle-Angleterre. Lui, il avait mis sur pied, il avait installé, il avait amélioré, et on pouvait avoir un moteur stable. Donc, on a installé en bas de la côte 70 un monte-pente à câble, mais avec, si vous voulez, un moteur stable. C'était stable, on n'était pas obligé de le déménager. Alors là, on pouvait, par exemple, les gens des Redbirds pouvaient sortir puis ils montaient avec le câble. Là, ça l'a amené aussi d'autres choses. Parce qu'avec le câble, toutes les autres petites collines à côté, on commençait, eux autres aussi, à se mettre un câble sur la côte 69, 68. Et ça appartenait à des gens différents. Et c'est là que, tranquillement, si vous voulez, on a équipé Saint-Sauveur de plusieurs remontes-pentes à câble. Mais ça continuait à se développer. Et à un moment donné, il y a un groupe qui ont fondé la Hop Hill. La Hop Hill, c'est une partie entre 70 et 71. Et là, eux, ils ont installé un arbalète, ce qu'on dit communément un T-bar. Alors, et les autres ont voulu imiter. Alors, il y a des T-bars. Et après ça, on a eu aussi une chaise. Donc, tranquillement, si vous voulez, toutes les collines de Saint-Sauveur étaient équipées pour le ski, mais ça donnait 5 exploitants, 5 compagnies différentes. Alors là, imaginez, là, ils voulaient s'entendre pour avoir les mêmes prix partout, etc. C'était un petit peu une espèce de pagode. Alors, dans les années 70, il y a un homme important, un nommé Hébert, qui, lui, s'est dit non. Il s'est fait élire sur le conseil d'administration de la Hop Hill. Et là, il dit non. Il dit, il faudrait rassembler tout ça. Alors là, tranquillement, ils ont acheté toutes les pentes à côté,
par exemple, la pente 70-71 appartenait à Naimark. Ils ont acheté Naimark, ils ont acheté la pente 69. À un moment donné, toutes les collines de Saint-Sauveur appartenaient à la même compagnie. C'était les monts Saint-Sauveur à l'époque, le mont Saint-Sauveur. Mais on a voulu aller plus loin. D'abord, on s'est dit, écoutez, là, on fait du ski d'hiver, mais qu'est-ce qu'on va faire l'été avec ces pentes-là? Fait que là, on a mis un parc aquatique pour permettre d'exploiter durant toute l'année. Et ensuite, bien là, on s'est dit, on va acheter des petites stations autour. Fait qu'on a acheté Olympia, on a acheté Avila, on a acheté Gabriel, et puis on a acheté Moronite. Le seul qui est resté indépendant, c'est le Mont Habitant avec la famille Steen, qui est là depuis 6 générations. Or, c'est un petit peu le petit village d'Astérix dans la grande confédération romaine, si vous voulez. C'est comme ça que, si vous voulez, aujourd'hui, Saint-Sauveur, c'est considéré comme un centre de ski très important et qui a aussi un grand avantage, c'est que c'est pas loin de Montréal et c'est pas loin de Laval, ce qui fait qu'on peut venir à Saint-Sauveur, passer une journée de ski et retourner chez soi le soir. On peut dire qu'aujourd'hui, une partie de l'ADN de Saint-Sauveur, c'est le ski. C'est le ski qui fait partie de la vie collective. Et aussi, où nous sommes aujourd'hui, nous sommes au Musée du ski des Laurentides, mais qui a été créé à Saint-Sauveur en 1982 et qui, pendant plusieurs années, a erré, mais qui permet de conserver la mémoire. Pas uniquement la mémoire intellectuelle, mais aussi la mémoire avec les objets, les skis, les vieux skis, etc. Et aujourd'hui, ce qui est assez drôle, c'est que le Musée du ski est installé sur le même site que l'Hôtel Central où Percy Douglas est venu ici.